Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Francis Mouketo, politologue, Emmanuel Kouzoumoumi, analyste économique et politique, Patrick Mboyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Nous parlions donc de cette victoire confirmée par la Haute Cour constitutionnelle malgache, victoire du président André Rajoelina. Comment expliquer cette victoire, Patrick Mboyo? On a évoqué il y a quelques instants le bilan, notamment économique, lors de sa première présidence, avec une chute drastique de la croissance, mais aussi une corruption qui s'est quand même, il faut bien le dire, généralisée durant, en tout cas au cours de la période 2009-2014. Comment expliquer cette victoire finalement? Cette victoire s'explique d'abord par la jeunesse d'André Rajoelina. Comme ça a été expliqué tout à l'heure, la plupart de ses concurrents sont plutôt âgés. Il y a une différence d'âge parfois d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années par rapport à Didier Ratsiraka, par rapport à Marc Ravalomanana, 69 ans, lui 44 ans. Exactement. Il y a cette jeunesse d'André Rajoelina a joué. Je pense que c'est ça aussi qui lui avait déjà permis de faire passer la pilule du coup d'État en 2009, parce que c'était des jeunes qui aspiraient à un changement, qui ne supportaient plus de voir que le système décrié sous Ratsiraka revenait sur Ravalomanana. Ça, c'est de un. De deux, c'est aussi le côté un petit peu showman du candidat. La campagne de Rajoelina que j'ai vue, c'était une campagne plutôt spectaculaire, une campagne plutôt festive. Il a su parler aux jeunes, il a su leur présenter des éléments futuristes, notamment la fameuse affaire des puces sur des ébus. Vous savez, quand on parle aux jeunes aujourd'hui en Afrique et vous touchez à tout ce qui est électronique, technologie, ça suscite un petit peu une certaine curiosité, même si concrètement ça n'apporte pas de valeur ajoutée dans ce qui est fait actuellement. Ça, c'est aussi autre chose. Je pense aussi que c'était le désir, le terrain a été un petit peu balisé dès le départ, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Eri Rajaoni Ramampianana a été ministre des Finances d'André Rajoelina pendant la transition. Donc, le fait que ce président sortant ait obtenu le score qu'il a obtenu, moins de 10% des voix, n'est pas surprenant non plus. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait en réalité pas d'assises électorales dans le pays. Il était au second plan sous la présidence de Rajoelina, pendant qu'il y avait la haute autorité de la transition. Et simplement que c'était un candidat, je peux dire choisi, un candidat du système. C'est André Rajoelina qui a voulu qu'il soit candidat de son camp. Je peux dire un petit peu c'était stratégique, si je peux pousser le raisonnement beaucoup plus loin, parce que cela lui a permis aujourd'hui de pouvoir revenir au pouvoir. Mais au fait, rien ne dit que s'il avait pu travailler correctement, il n'aurait pas pu remporter les élections. Sur ce point-là, c'est ce que je pourrais dire. Donc peut-être également un vote sanction, Emmanuel Kouzoumoumi. Oui, manifestement, il y a un rejet du système politique malgache. Ça, c'est un fait. Les corruptions, nous les connaissons depuis 1975, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque période, on a connu peut-être des événements, des situations quelque peu particulières. Marc s'est distingué par une sorte de confiscation des biens publics à son compte personnel. Ça a beaucoup joué en sa défaveur, et l'arrivée d'André Rajoelina en 2009 était naturellement posée sur ça. Et les gens n'avaient plus d'eau, ce qui était inimaginable. Il y avait une famine dans le pays, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, parce que, encore une fois, il était taxé d'avoir vendu des terres malgaches à des compagnies étrangères. Bien sûr, pour les intérêts étrangers, en plus. Donc cette corruption-là a beaucoup joué, notamment dans sa destitution. Mais on a connu des situations encore quelque peu rocambolesques. Albert Zaf a été éjecté comme ça, il a été destitué en 1996, dans les mêmes conditions, en se disant il ne fait rien, il n'apporte rien, parce que les corps se dégradent, la santé se dégrade, pourtant il était médecin, et la situation ne s'améliorait pas. Donc, si vous regardez depuis 1975, jusqu'en 2000, au départ de Marc Ravalomanana en 2009, vous avez une succession d'échecs en échecs. On a créé le franc malgache en 1976 parce que Didier Ratsiraka voulait se séparer de la France. Il voulait créer une identité malgache en se séparant de tout ce qui était vestige de la France, y compris l'armée française qu'il a renvoyée en 1976. Il a créé le franc malgache. Son franc malgache s'est effondré avec le temps. Et quand l'autre est arrivé en 2003, donc Marc Ravalomanana a dit finalement, puisque le franc malgache ne vaut plus rien, on va prendre la Yari.
Bon. Cette monnaie, aujourd'hui, ne vaut pas grand-chose non plus, parce qu'il n'y a pas de vise économique pour soutenir la monnaie. Ça, c'est des problèmes malgaches. Alors après, il y a la violence physique, qui a fait qu'il y a eu plusieurs morts à chaque fois qu'il y a une manifestation de cette nature. Donc aujourd'hui, il y a eu un rejet systématique de la classe politique malgache. Le vote maintenant, qu'on peut qualifier peut-être de sanction, mais en même temps de pis-aller entre Marc Ravalomanana, dont on connaissait le penchant plutôt homme d'affaires qui utilise les biens de l'État à son compte personnel, et Andry qui a plutôt été, qui a prospéré dans la communication. Il a sa campagne, c'est une campagne de com. On aurait pensé à quelqu'un qui préparait une grande fête nationale. Effectivement, c'était des véritables shows. Il ne faut pas oublier, Pardon, sa jeunesse a joué forcément, parce que entre une classe politique de toute façon qui est complètement déclassée, qui est complètement aujourd'hui, à la limite, qui n'a plus de valeur au sens de apport. Alors, oui, effectivement, peut-être que sa jeunesse a pu jouer, mais cela ne s'est pas beaucoup ressenti dans les programmes politiques. C'est ce que je disais, son programme économique, en réalité, ne présente pas grand-chose. Il ne présente pas comment il peut rattraper les erreurs qui ont été commises sous la transition. C'était lui le président. Je rappelle que pendant que Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir, Madagascar est passé de la 88e à la 134e place au classement des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. Comment on peut expliquer ça? Et il y a eu une chute économique assez criante. Sous Ravalomanana, il y avait des problèmes économiques, on ne voyait pas le progrès. Mais avec Andry Rajoelina, il y a eu encore des problèmes plus graves. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on peut peut-être mourir de faim en paix, mais c'est encore plus dangereux quand on meurt de faim en risquant de perdre sa vie en allant chercher peut-être de l'eau qu'on ne trouvait pas à côté parce qu'il fallait aller encore la chercher plus loin. C'est ça le problème. Et le côté showman vient aussi de sa personnalité. Il ne faut pas oublier son parcours de DJ. C'est quelqu'un qui était un animateur de soirée, qui sait comment monter les spectacles, qui sait comment animer les spectacles et qui sait comment vendre un spectacle au public. Et c'est ce qu'il a vendu. Donc une expérience qu'il a su mettre à profit. Exactement. Lors de cette campagne heureusement pour lui que ça a été bénéfique. Mais simplement, moi j'ai peur que Madagascar ne soit pas encore sorti de l'auberge parce que la situation telle que ça se présente avec le programme d'Andry Rajoelina qui s'attaque maintenant au Sénat, il veut supprimer le Sénat qui qualifie l'institution budgétivore, ça n'a aucun sens. La plupart des dirigeants qui arrivent au pouvoir avec l'idée de supprimer des institutions parce que ce serait budgétivore, en réalité, n'ont pas grand-chose à proposer. Il faudrait d'abord commencer par dire où est-ce qu'on va trouver l'argent et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce qu'on a avant de pouvoir penser à supprimer certaines choses pour investir ailleurs. Mais si ce sera supprimer le Sénat, pour prendre l'argent du fonctionnement du Sénat et aller l'investir dans des puces électroniques à mettre sous des ébus et des drones pour surveiller des ébus, alors qu'il faudrait penser à comment réorganiser l'armée et la police pour la sécurisation du territoire national, ainsi que la reconnexion des services en réseau, l'eau, l'électricité et tout le reste, je pense que le programme est mal ficelé. Francis Mouketo. Mais ce qu'il vient de dire, c'est la réalité. Avec un taux de pauvreté de plus de 77%, je ne vois pas comment celui qui a dirigé une transition et qui a reconnu qu'il l'a dirigé dans des conditions où les militaires lui avaient donné une feuille de route, et là, aujourd'hui, c'est parce qu'il gagne démocratiquement qu'il va développer ce pays, mais ce pays qu'il hérite, il hérite un pays qui est dans un chaos total, alors qu'il est doté de richesses naturelles, des mines, des terres arables, donc quelqu'un qui doit venir avec un plan. Alors, il est parti voir en septembre dernier le président Macky Sall. Il pense désengorger la capitale pour créer une deuxième capitale. Bon, il a pris peut-être quelques recettes qui vont peut-être marcher dans le développement des infrastructures. Les moyens pour financer dans le développement des infrastructures. Alors, ce qui est important, c'est d'appeler les investisseurs, parce que finalement, pendant sa mandature, il y avait quand même le gel de l'aide financière extérieure. Donc il faut montrer patte blanche, il faut que son économie, il faut que la gestion, il faut que la gouvernance, la bonne gouvernance soit d'actualité pour que ces pays puissent penser à cette population qui est toujours oubliée dans leur système de gestion. Et puis,
se battre contre la corruption. Ça, c'est quelque chose qui mine ce pays. C'est un des malheurs de ce pays pour sortir de ce carcan dans lequel ils sont enfermés. Pour moi, il y a deux enseignements à tirer de cette élection malgache actuellement. Premier enseignement, c'est la rupture entre le peuple et les élites politiques. C'est ce que j'ai dit. Malheureusement. Donc, dans cet enseignement-là, Andry Rajoelina n'a pas été élu réellement par choix, il a été élu par défaut. Parce qu'on avait, en fait, entre deux... Enfin, pas de voyous, mais presque ça quand même. Oui. Deux vautours, là peut-être le trait, mais juste, ils sont tous deux sont des prédateurs. Donc, autrement dit, entre un prédateur dont on sait de toute façon qu'il va, cette fois-ci, confisquer le bien de l'État, qui est Marc, et celui qui va s'en servir pour se faire plaisir, qui est donc Andry Rajoelina, on a dit, on prend celui-là. Voilà. Donc, maintenant qu'il est là, le premier enjeu, il fallait choisir le moins bon, le moins mauvais, pardon, le moins mauvais. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Peut-être le plus jeune. Deuxième enjeu maintenant, c'est que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu vraiment de programme politique suivi par les présidents malgaches, depuis plus de 30 ans. Les gens arrivaient, soit dans les cartons militaires, ça a été le cas de ce qu'on a connu entre 1975 et 2001, ça c'est le cas de Ratsiak, et puis d'autres qui sont arrivés comme des affairistes. C'est le cas de Marc et c'est le cas d'Andry maintenant. On a un enjeu aujourd'hui majeur de l'audième dont je parlais, c'est d'arriver à asseoir des vrais programmes de développement. À la limite, aujourd'hui, on présente un programme politique sérieux, construit. Les Malgaches ne choisiront pas parce qu'ils voient d'abord la personne. C'est ce qui est arrivé au jeune Rajoelina. Maintenant, il faut que, dès à présent, une fois qu'il est élu, maintenant il va être investi, qu'il se pose la question centrale, qu'est-ce que je vais faire pour développer ce pays? L'éducation est à 76% d'éducation primaire. C'est parmi les mauvais taux d'éducation en Afrique. Le taux d'alphabétisation est de 67% au Madagascar. C'est parmi les plus mauvais, à peu près comme au Mali, à peu près au même niveau. Si vous regardez le taux de mortalité infantile, c'est inquiétant. On est à peu près à 78 pour 1000. C'est énorme. Et quand vous regardez l'indice de développement humain, il vient de franchir à peine le seuil de 0,5 sur 1. Donc c'est parmi les plus pauvres pays du continent. Si vous regardez dans l'ensemble de l'Afrique australe, parce qu'elle fait part de la SADC, c'est le pays le plus faible avec le Malawi. Sur les 13. Donc c'est un pays qui n'a pas décollé depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que effectivement les oligarques ils se battaient pour se partager le butin de ce qui est resté du pays. Il y a des gisements miniers au Madagascar. Ils ne sont pas exploités. Au jour d'aujourd'hui, le Malgache vit pratiquement de la vanille, de l'agriculture, du riz, c'est tout ce qu'il peut exporter, du café, sans plus. Donc c'est pas avec ça qu'on va développer un pays de 24 millions d'habitants. Donc il faut qu'il y ait un programme économique. Alors, il a été élu, effectivement, sa victoire est validée. On a quand même le sentiment que les Malgaches se dirigent complètement dans l'inconnu avec cette absence de programme politique. On ne sait pas véritablement quelle ligne il défend, Patrick Mboyo. Oui, la volonté était d'abord de tourner la page définitivement des affairistes et des classiques de l'armée et de l'oligarchie, tout ce qu'on veut. Ça, c'est fait. Maintenant, le défi qui arrive, c'est de pouvoir se servir du potentiel malgache. L'insularité de Madagascar constitue un atout. Ça constitue un atout malgré tout ce qu'on raconte sur le réchauffement climatique et autres. L'insularité constitue de plus en plus un atout parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus de gens qui pensent que dans les pays insulaires, il y a de l'avenir pour pouvoir transformer certaines choses qu'on ne trouve pas dans des pays qui sont continentaux, si nous pouvons le dire ainsi. Et Madagascar, qui constitue ce qu'on appelle le 7e continent, en réalité, par rapport à sa superficie sur cette partie de l'Afrique, représente un atout majeur pour les pays africains. Mais simplement, il ne faut pas oublier autre chose aussi, c'est le capital humain. Il y a de plus en plus de jeunes malgaches qui sont instruits, qui parlent très bien français, mais qui sont sous-exploités. Or, avec la présence de Madagascar sur cette partie du monde, qui va être un petit peu le relais entre l'Europe et l'Asie, et l'Afrique aussi, parce que Madagascar est sur l'océan Indien, c'est sur un carrefour. La plupart des échanges commerciaux vont passer par là, même avec l'Australie. Ça peut représenter un atout majeur. Si on pense à se servir du potentiel humain des jeunes malgaches pour créer des services de relais dans ce carrefour du monde des échanges économiques qui constitue le Madagascar, je pense qu'Andry Rajoelina peut avoir là un programme ou bien
un axe économique assez fort pour pouvoir développer son pays, pas seulement se contenter des minéraux, pas seulement contenter de la vanille qu'on connaît depuis plusieurs années qui n'apporte pas de plus-value à Madagascar, mais penser à ce qui peut apporter des grandes choses, du changement et dans la réflexion sur le changement climatique. Si à partir de quelques expériences de réflexion menées sur les côtes malgaches, on peut réfléchir comment l'avenir sera fait demain sur la montée des eaux, des océans, au niveau de l'océan Indien, ça peut être aussi un atout majeur. Donc, il y a des pistes à exploiter, simplement il faut être visionnaire et avoir les moyens de le faire. Francis Mouketo. Écoutez, les premiers chantiers qu'il envisage faire, c'est pas cela, mais c'est plutôt la sécurité, l'état de droit dont il dénonce, puisque finalement, on est dans un pays où l'état de droit n'existe pas. Et donc, ce sont les premiers chantiers sur lesquels il va s'atteler à restaurer l'autorité de l'État, l'état de droit, pour justement aller traquer les corrupteurs, aller traquer les pilleurs, et ainsi de suite, et permettre d'augmenter les recettes publiques et pour pouvoir envisager des grands chantiers tels qu'ils les envisagent, dans le logement, dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures, ce qui manque dans ce pays. Donc je pense que il a du pain sur la planche. Je pense que tout ce qu'il a avancé pendant la campagne présidentielle, il faut qu'il le tienne. Il a parlé de l'autosuffisance alimentaire. Alors, on arrive, pardonnez-moi, sans vouloir vous couper, on arrive au terme de cette partie, mais une question très rapidement. Est-ce que l'un de ces défis premiers ne va pas être d'asseoir sa légitimité? 52% de taux d'abstention, c'est énorme. Et par ailleurs, c'est un taux d'abstention record à Madagascar. Quelque part, le citoyen malgache, il se dit, j'ai un président. Mais c'est vrai que, vu en termes de légitimité démocratique électorale, ce n'est pas solide, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Malgache a un président. Ce qu'il attend de ce président, c'est que le Madagascar, qui est le pays parmi les 13 pays africains qui ont moins de 25% de taux d'équipement d'électricité. Moins de 25%, il est à 20%. Donc c'est très peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 30 ans? Pas grand-chose. Il y a la suffisance alimentaire. Ce n'est pas normal qu'un pays de 24 millions d'habitants aujourd'hui souffre de famine. Alors qu'on a des terres pour faire de l'agriculture. Près de 80% de la population. Et donc, on parlait de la corruption. Moins de $2 par jour. Et une fois qu'on a assaini la gouvernance dans le pays, autrement dit, lutter contre les corruptions, que fait-on de l'argent qu'on va récupérer? Effectivement, les chantiers sont énormes. Il y a l'éducation à faire, il y a la santé à promouvoir, il y a bien sûr le développement de l'agriculture, il y a les infrastructures routières qui sont complètement en lambeaux, il y a l'électrification. Le pays, je vous disais, il est à moins de 20% de taux d'électrification. Il y a tellement de choses à faire, mais naturellement, la première des choses, pour moi, effectivement, comme l'a indiqué tout à l'heure Patrick, ce n'est pas d'aller s'occuper des ébus. Non, c'est plutôt, c'est pas accessoire, mais ce n'est pas central. Ni du tourisme, ni du tourisme. Puisque lorsque l'économie va marcher dans les conditions normales, autrement dit, on aura assaini les piliers du développement, le reste suivra. Mais effectivement, la légitimité, c'est un problème. Le citoyen malgache aujourd'hui se dit, quand il ne mange pas, quand il n'est pas soigné, quand les enfants ne vont pas à l'école, quand il n'y a pas d'électricité, c'est vraiment pas la légitimité du président qui l'intéresse. Je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier quelque chose. Andry Rajoelina part avec un avantage aussi, c'est que son élection est pratiquement admise par la population, même s'il n'a été élu que par 2,5 millions, environ 2,5 millions d'habitants sur 27 millions d'habitants que compte Madagascar, c'est quand même admis comparativement à un pays comme la RDC où on va avoir des résultats qui vont arriver et qu'il y aura certainement des contestations et ça va mal partir pour celui qui va arriver. Lui, il ne part pas avec comment je peux dire, un fardeau. Il part plutôt avec une situation quasi admise, il n'a pas besoin de réconcilier les Malgaches ou de tenter à pacifier le pays parce qu'il n'y a pas de guerre. Et je pense que ce facteur-là, ça constitue pour lui un atout majeur. Et que tout échec d'Andry Rajoelina sera sévèrement sanctionné par les Malgaches parce qu'il a tout pour gagner, en tout cas. Merci beaucoup Patrick Mboyo, merci pour votre décryptage. Vous devez malheureusement nous quitter. À très bientôt. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite.